bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de mannequins et d'influenceurs. On va parler de surpoids. On va parler de libido. On va parler de taux de protéines. On va parler, de ça. Et je répondrai certainement à une question d'un auditeur en fin d'épisode. Voilà. Donc, je vais vous lancer un petit défi rigolo. Enfin, un défi, c'est pas un défi, c'est un truc que j'ai expérimenté ce week-end. Dimanche matin, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, là, j'ai une petite séance bras à faire, donc je vais faire mes bras. Donc, j'ai tabassé mes triceps et mes biceps. Et pour conclure, j'ai fait à peu près une demi-heure d'avant-bras en faisant des flexions dans tous les sens pour les travailler au maximum. Et derrière, je devais rédiger sur un bout de papier, je devais rédiger un truc. Et ce qui a été drôle, c'est de voir à quel point ça m'a replongé en classe de CP. Pourquoi je dis ça ? Parce que après avoir travaillé les avant-bras, de prendre un stylo, une feuille de papier et d'essayer d'aligner quelques lettres de manière cohérente, je vous garantis que c'est compliqué. Donc l'exercice est sympa. C'est un défi marrant, en fait. Ça, vous verrez que vous serez incapable d'écrire un truc facile. On voit bien que le stress et quand on a un épuisement musculaire, l'écriture est complètement perturbée, quoi. Donc voilà, bref, c'était juste ce qu'on ressent pas d'ailleurs quand on fait juste les biceps et les triceps. C'est dès que les avant-bras interviennent, ce qui est normal. Mais bon, je trouvais l'exercice sympa. Et d'ailleurs. Souvent, vous me parlez souvent, pour beaucoup d'entre vous, vous essayez de faire attention, donc vous faites des petites recharges caloriques le week-end, vous faites vos petits repas plaisir le week-end, et souvent vous me dites, mais qu'est-ce que je peux faire comme repas plaisir le week-end sans trop abîmer mon physique, sans trop sortir des clous, etc. Bon, déjà la première chose, c'est que moi je trouve que il faut sortir des clous en fait durant ce genre de repas, parce que à trop rester à l'écart de certains aliments, on se met on en devient pas intolérant, mais on y devient tellement sensible que ça se passe mal, quoi. Donc faites-vous plaisir quand vous avez envie de vous faire plaisir le week-end, à partir du moment où vous faites les choses de manière cohérente le reste du temps. Et beaucoup de personnes abusent trop durant le week-end. Non, il faut essayer quand même d'être cohérent. Mais bon, bref, moi j'ai trouvé que les faritas, les faritas ou burritos, ça, je sais pas exactement lesquels c'est. Enfin, je crois que les faritas c'est poulet, les burritos c'est bœuf, ou alors il y a peut-être la nature du wrap, de la crêpe qui va avec, ou de la garniture, peu importe. Ce genre de choses que vous connaissez toutes et tous. Donc moi la recette elle est simple, hein. J'achète des galettes épeautre et avoine que je trouve facilement là où je fais mes courses. Donc c'est des grandes, elles sont immenses. Donc du coup c'est pour ça que j'aime bien. Je peux bien les garnir. Des poivrons, des oignons, de la sauce salsa, du guacamole et du bœuf. Là je suis allé acheter du bœuf chez mon producteur à côté de la maison là. Et il fait des offres lui, donc quand on achète 4 hachés de bœuf, on en a deux offerts et on peut choisir le gabarit et tout. Donc c'est un peu cher, mais bon, quand on mange moins de viande rouge moi je mange pas beaucoup de viande rouge, hein. J'en mange un peu et quand j'en mange, je me permets d'en prendre quand même de bonne qualité pour essayer d'avoir quelque chose de sympa. Et donc voilà, moi ça j'ai détecté que c'était quelque chose qui m'abîmait pas trop la ligne. Quand je dis abîmer la ligne, c'est pas beaucoup disent ça va faire prendre du gras. Non, je veux pas faire de cheat meal. Non, c'est en règle générale, c'est l'apport en sel, l'apport en sucre, l'apport en graisse qui peut faire une forme ou une autre de rétention d'eau et de voiler un petit peu la ligne. Moi, je trouve que ça c'est pas trop mal. Et d'ailleurs, pour ceux à qui j'ai déjà parlé en direct, qui ont fait des consultations, le savent, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, je leur dis ça, si t'aimes ça, ça passe bien. Évidemment, c'est pas un repas à faire tous les jours, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais bon, c'est quelque chose qui est quand même un peu mieux qu'aller chercher un kebab ou un américain ou un fast-food, quoi. Là où on contrôle rien, on peut se mettre à contrôler un petit peu quand on mange ce genre de choses-là, quoi. Bref,
Début de semaine, j'imagine que c'est un peu difficile pour ceux qui ont fait le pont là, qui ont eu 4 jours d'affilée. Je sais pas si vous êtes allés vous promener un peu, mais ça y est, on commence à voir un peu les décos de Noël, on commence à voir les mises en place dans les rayons de certaines choses. Moi, j'adore alors j'adore l'automne, mais j'aime pas trop quand Noël arrive trop vite, parce que l'automne, je l'aime tellement que quand on commence à voir les trucs de Noël, ça y est, on bascule en fait. Moi, je suis très sensible au paysage et tout. Et pour moi, automne, c'est Halloween, c'est cette ambiance où on met les petites vestes, on commence un peu à se rhabiller et tout ça. Et l'hiver, après, c'est autre chose, c'est d'autres décors, il y a plus de feuilles sur les arbres et tout. Donc, pas trop vite Noël, hein, j'adore ça, mais laissez le temps aux feuilles de bien jaunir, de bien tomber, etc., avant de passer à l'ambiance de Noël. Bon. Et d'ailleurs, je vais vous teaser un petit peu, mais j'ai prévu un contenu spécial Noël qui va sortir avant le 1er décembre. Le but étant d'avoir quelque chose à faire tous les jours. Donc ça sera pour les VIP. C'est sympa, c'est un défi que je vous lance par rapport à des statistiques de tout ce qui se passe pendant Noël. Et enfin voilà. Pour tous ceux qui sont VIP, vous aurez quelque chose de sympa à faire là durant le mois de décembre. Vous verrez, c'est très simple à faire. Moi-même, je vais le faire. C'est déjà prêt, je le vois à côté de moi là, ça me regarde. Donc c'est quelque chose que vous aurez à faire. Alors normalement, ça sortira le 21. Donc dimanche 21 à 10h, vous l'aurez, vous pourrez en profiter. Voilà. Donc sur le site www.fitnessmiss.fr. Bon, alors on va démarrer le podcast, et avant de commencer, juste une petite chose. J'ai fait ce week-end une vidéo, un cours sur se muscler chez soi avec ou sans matériel. Alors pourquoi j'ai fait ce contenu? Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui, depuis qu'ils ne vont plus en salle ou autre, sont incapables de s'entraîner à la maison, ou alors c'est d'une manière irrégulière, c'est juste quand ils ont le temps et la motivation, sinon le reste du temps ils n'en font pas. Et sachez une chose, c'est que ceux qui ont un physique acceptable, on va dire, ce sont ces personnes qui arrivent à s'entraîner contre vents et marées, contre toutes les perturbations du quotidien, les problématiques, etc., qui arrivent à faire un petit quelque chose. Donc en gros, si vous vous reconnaissez là-dedans, j'ai mis plusieurs phrases. Vous avez parfois du mal à vous motiver dans votre maison, il vous manque de la place et vous aimeriez savoir quoi faire. Vous fournissez déjà de gros efforts en cuisine et à l'entraînement, mais les résultats tardent à venir. Vous sentez parfois qu'il vous manque un bon mental pour avancer. Vous avez envie d'être autonome et de ne plus dépendre des salles de sport. Vous avez parfois du mal à vous motiver sans partenaire d'entraînement. Il vous arrive d'aimer voir d'autres pratiquants vous dynamiser à l'entraînement, mais malheureusement, vous n'avez plus accès à cet échange-là, donc vous êtes démotivé. Et donc, du coup, si ce genre de choses, ça vous concerne un petit peu, allez voir le lien que j'ai mis dans les notes de l'émission, là, du podcast, parce que justement, moi, je donne pas mal de tips, les outils pour réussir à vous entraîner chez vous. Et c'est quelque chose que moi, je pratique. Donc, maintenant, ça fait plus de 2 ans que je m'entraîne à la maison. Avant, j'ai fait une dizaine d'années en salle, donc je sais un petit peu quels sont les moteurs de motivation, que ça soit en salle de sport, à la maison, avec ou sans équipement. Donc si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous vous êtes laissé aller, vous sentez qu'il faut vous y remettre, mais vous n'y arrivez pas, et vous commencez même à vous dire, bon, au pire, là il y a les fêtes qui arrivent, je m'y remets après. Non, maintenant. Faites-le maintenant, parce qu'en fait, vous avez dans votre tête, vous imaginez que vous y remettre, c'est vous remettre dans un système hyper taxant, nerveusement hyper taxant sur votre temps et tout. Que dalle, c'est faux. Vous allez y gagner en termes de sommeil, en termes de physique, en termes d'énergie, en termes de tout un tas de choses. Et n'attendez pas, en fait, parce que attendre, ça sert à rien. Enfin, je vous le dis honnêtement, vous aurez bien plus de motivation à commencer aujourd'hui. C'est comme les gens qui disent j'attaque lundi. Il n'y a pas besoin d'attaquer lundi. Attaquer le vendredi, le jeudi, le mardi, peu importe. Attaquer aujourd'hui, c'est mieux. Enfin, moi, je pars du principe que c'est toujours mieux d'attaquer quand la motivation elle est tiède, chaude, quoi, pas quand elle est froide. Voilà. Donc allez voir le lien en description, et on démarre pour le dur du podcast. L'introduction a duré 8 minutes, ça fait déjà beaucoup. Donc, mannequin old school versus influenceur, influenceuse. En fait, il y a un article qui est sorti et qui parle un petit peu. Alors c'est sur, je vais ouvrir le lien en même temps, comme ça je donne le truc. Ça s'appelle Abus sexuel, anorexie, derrière la magie des podiums, le mal-être bien réel des mannequins. Donc c'est sur The Conversation. Et en fait, l'équipe a fait un inventaire un petit peu de citations, de choses comme ça sur les top modèles. Donc en fait, il y a l'ex-mannequin Victoire Masson d'Auxerre publié un récit
récits criants de vérité et d'atrocité dans son livre Jamais trop maigre, journal d'un top modèle. Donc j'ai pas lu le bouquin, peut-être que je le lirai, histoire d'avoir une forme de culture de ce milieu-là un peu plus poussée, parce que moi j'ai beaucoup observé chez les hommes, mais un peu moins chez les femmes. Donc elle expliquait son quotidien, blablabla, qu'elle mangeait 3 pommes par jour, tel était son régime quotidien, elle racontait avec une sincérité qui faisait froid dans le dos, tout un tas de choses, etc., qu'elle a failli mourir durant les défilés. Et bon, bref, il donne des citations. Donc là, comme le révèle le témoignage que nous avons recueilli de Marie, pour ce qui est de ma carrière, j'ai vécu plusieurs moments heureux, surtout quand je décrochais un boulot. Pour moi, le mannequinat, c'était du business, c'était avant tout gagner de l'argent. Après, Amandine qui dit « Le grand public considère ce travail comme très glamour, quelque chose que seules des personnes parfaites peuvent faire, mais l'industrie elle-même est plus dure et sans cœur. » Après, on a Damien qui est un agent de modèle qui souligne « C'est une industrie assez brutale, les mannequins sont jetables, il y a un gros turnover, ainsi une fille pourrait avoir une saison de défilé incroyable, puis la saison suivante, plus personne ne veut d'elle. Pour gérer ça, vous devez absolument avoir une base très solide en termes de famille et d'amis. » Et bon, bref, il y a plein de choses, de citations et tout ça. Mais moi, en fait, c'est là où je veux en venir, c'est pas là-dessus. Je veux pas plaindre les mannequins. Voilà, c'est un métier. Je pense qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on est quand même assez au courant de ce qui se passe derrière ça. Enfin, je veux dire, tout le monde sait. Oh là là, regarde ces pauvres filles, elles sont toutes maigres, elles se forcent, elles sont anorexiques, machin. Donc, on a quand même une forme de connaissance là-dessus. Mais moi, j'aimerais faire un parallèle avec les influenceuses ou les influenceurs. On va faire globalement mannequins old school. Donc les mannequins, quand je dis old school, c'est mannequins, vous savez, tous ces mannequins de défilés de mode, etc., qui justement ne mangent que 3 pommes par jour et une boîte de thon. Enfin bon, voilà. Donc les mannequins old school versus les influenceurs et les influenceuses. Donc la beauté sur les réseaux sociaux, ça a pour moi changé la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des personnalités publiques, mannequins, vous savez, des très belles nanas ou des très beaux mecs, fitness ou pas fitness d'ailleurs, qui ont leur audience sur les réseaux sociaux, qui ont leur popularité déjà présente, donc qui sont déjà une forme d'autonomie de ce côté-là. Et en fait, le premier point que j'ai souligné, c'est que les mannequins old school, donc ceux que j'appelle old school, comme j'ai dit, c'est l'ancienne génération de mannequins, donc ceux qui sont, qui ont un agent et qui, cet agent essaye de leur trouver des défilés, avec des marques, etc., des contrats. La différence qu'il y a entre ce genre de mannequins et les nouveaux, parce que pour moi, c'est aussi des mannequins sur les réseaux sociaux qui sont très suivis. La différence qu'il y a entre ces deux choses-là, donc ces deux types de travail, c'est l'audience en fait. Il y a une dépendance ou non à l'audience. C'est-à-dire que même si dans les deux cas il y a une forme de dépendance, mais il y en a une où ils sont dépendants directement de leur audience, donc c'est-à-dire que la personne, le mannequin, a sa propre audience et suivi, donc ça c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Donc il y a une forme d'indépendance dans la dépendance. Et après il y a les autres qui sont dépendants des défilés, des marques et du souhait du jury en fait qui va leur dire toi tu passes pas, des recruteurs, etc. Donc ça crée déjà une espèce de problématique qui est qu'avant ce monde-là était vraiment très fermé, vous pouviez pas trop décider quoi faire. Aujourd'hui, on peut, si on rate entre guillemets un casting, on peut tenter sa chance sur les réseaux sociaux et essayer de se construire sa popularité dessus. Mais en fait, ce que ça change aussi, c'est que aujourd'hui, par exemple, je prends une influenceuse mannequin, donc beauté, etc., très jolie, qui travaillerait avec des marques sur les réseaux sociaux, etc. Elle a ce qu'on appelle de la fuck you money. Alors fuck you money, pour ceux qui connaissent pas le terme, je vais vous lire une citation. Et donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas du 21e siècle, ça date bien avant. Là je vous cite, Humphrey Bogart: gardez toujours un billet de $100 dans le tiroir de sa commode, une bonne pièce de monnaie dans les années 20. Donc 1920, il appelait ça sa fuck you money en fait, car cela signifiait que qu'il ne serait jamais obligé de prendre un rôle de merde. En gros, le fait d'avoir un petit peu d'argent d'avance lui permettait de refuser un rôle qu'il n'avait pas envie de faire, de pas être dépendant en fait de ce qu'on lui proposait. S'il avait envie de dire merde, il disait merde. Et en fait, la fuck you money, c'est ça, c'est avoir un petit peu d'argent devant soi
en tout cas une source de revenus qui n'est pas dépendante d'une société ou peu importe d'un agent, d'un contrat, d'avoir une source d'argent qui est, comment dire, que vous manipulez, que vous gérez vous-même, que vous êtes capable de créer, entre guillemets. Et ça vous donne le pouvoir de dire non à des contrats abusifs ou à un traitement un petit peu, on va dire, je sais pas moi, on pourrait vous traiter mal quand vous êtes mannequin, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, les mannequins, donc qui viennent de la sphère des réseaux sociaux, etc., quand elles veulent rentrer dans le monde du mannequinat à l'ancienne, arrivent quand même avec des armes plus fortes, parce que avant, pour accéder à la popularité, c'était quoi? Les défilés, les publicités sur les abribus et puis dans les magazines et tout ça, les couvertures de journaux. Donc il y avait en fait une forme de dépendance. On devait se plier aux conditions des annonceurs, etc. pour avoir son visage, son image mis aux yeux du public, du grand public. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas avec les réseaux sociaux. Donc du coup, ça crée un levier de force pour toutes ces personnes-là qui ne sont plus obligées d'accepter. Et moi, je pense que excusez-moi, ça sonne. Moi, je pense que tout mannequin, homme, femme, devrait se créer, enfin, vous savez, des réseaux sociaux, enfin, un compte pour essayer de créer une forme d'indépendance de ce côté-là. Parce que ça permettrait à faire un petit peu tomber les problématiques justement de pouvoir qu'avaient ces agences et tout ça de recrutement. Parce que si un mannequin, je vous donne un exemple concret, mais une personne qui est suivie par 1 million ou même 500 000 followers, même 100 000, et qui véhicule son image comme ça sur les réseaux sociaux, et forcément elle va avoir des contrats, elle va être approchée par des marques, alors que ça soit des vêtements, du parfum, de la beauté, j'en sais rien, ou du fitness pour ceux qui font du fitness, aura une source de revenus. Et donc du coup ne sera plus obligé d'accepter des termes abusifs de contrat, de se faire maltraiter. Quand quelqu'un lui dira, un agent lui dira t'es trop grosse, faut maigrir chérie, elle pourra dire mais en fait va te faire foutre, moi je me sens très bien comme je suis. Et c'est pour ça que le terme fuck you money là, parce que j'entends qu'il est de plus en plus populaire, alors que c'est quelque chose qui traîne. Et je crois que Nassim Nicolas Taleb, là, l'auteur à succès qui a écrit Le Signe Noir, qui a écrit Antifragile et tout ça, en a parlé, je sais plus où, mais ça remonte à plus loin que ça. En fait, c'est un terme anglo-saxon qui est utilisé là-bas. Nous, on n'en parle pas. On n'a pas vraiment de terme pour ça. Si on pourrait mettre un terme là-dessus, comment on pourrait dire? Mettez en commentaire. Moi, je dirais, je sais pas, d'avoir, je sais pas, peut-être un matelas un peu rembourré, ou avoir, je sais même pas ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et en fait, ça vous permet d'avoir un espèce de bouclier face à l'extrême, à ce qu'on pourrait vous imposer d'extrême. Ça veut pas dire que vous avez plus besoin de travailler pour les autres. Ça veut juste dire que vous avez de quoi survivre, et vous êtes plus besoin de vous plier aux règles qu'on vous impose à l'extérieur, quoi. Donc, évidemment, selon les critères de chacun, ça peut être plus ou moins haut. Il y en a qui arrivent jamais à s'en sortir. C'est-à-dire qu'ils vont même gagner énormément d'argent et ils vont toujours se sentir dépendants. Il y en a d'autres qui vont se dire, OK, je suis capable de générer mes revenus par ma propre volonté, par mon propre travail, donc j'ai pas besoin d'attendre d'être milliardaire pour me dire que je peux refuser des contrats, etc. Donc ils vont se rendre indépendants beaucoup plus tôt. Mais il y en a qui luttent toute leur vie beaucoup trop quoi. Bref, donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui ça change quand même la donne pour les mannequins. Et moi je trouve pas que ce soit normal de souffrir encore aujourd'hui de ce genre de choses. Alors évidemment, je pense que les contrats, quand vous faites des défilés, ça rémunère bien, mais à mon avis, les publicitaires, donc les campagnes de publicité doivent beaucoup mieux rémunérer. Et je trouve que
disons que se servir de l'image de quelqu'un pour vanter un produit, ça existe depuis toujours. Dans le monde du fitness, on prend le super bodybuilder qu'on met à côté d'un pot de protéines. Pour les vêtements ou pour le parfum, on met la super nana ou enfin bon bref qui porte le vêtement ou qui a la bouteille de parfum ou qui a le maquillage. Et ce qu'on vend en fait, c'est pas le produit. En fait, ce qu'on vend, c'est vous allez ressembler à ça si vous utilisez nos produits quoi. Et donc du coup, ben voilà, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Quand je dis il y a beaucoup d'argent, c'est que la publicité, c'est, enfin voilà, enlever la publicité dans les médias et tout ça, il y a plus d'argent. C'est pour ça que il y a des problématiques aujourd'hui avec les redevances télé et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bah c'est quand même bizarre qu'on donne une redevance télé et qu'en même temps ils mettent de la pub sur les chaînes auxquelles on donne enfin en fait ils cherchent à gagner de l'argent par tous les tuyaux, c'est le discours de certaines personnes. Bon, en tout cas ici pour moi je pense que la façon traditionnelle de gérer les mannequins c'est une vision archaïque et une façon archaïque et normalement un mannequin n'a plus l'obligation de subir ces pressions d'avant puisque l'ascension vers la popularité n'est plus dépendante des agences et des enfin voilà des défilés et tout ça. Logiquement, il y a une possibilité de s'élever par ses propres moyens avec tous les outils qu'aujourd'hui nous avons à notre disposition. Voilà. Bon, allez, on continue, ça fait déjà 20 minutes. Donc, surpoids, Made in USA. Donc, le surpoids Made in USA, on pourrait se dire, avec la crise Covid qu'on vient de traverser, enfin, visiblement qu'on traverse un petit peu encore aujourd'hui, la crise Covid, on pourrait se dire, bon, les facteurs de risque, ils ont été relativement bien identifiés. En tout cas, dans les médias, ils disent que le surpoids, le diabète, les problèmes cardiovasculaires, ce sont quand même des facteurs de risque. Donc du coup, on pourrait s'attendre à ce que la population générale s'intéresse fortement à diminuer son surpoids, à limiter l'obésité, etc. Et même le grand public est censé recevoir des messages logiquement pour améliorer ça. Est-ce que vous avez perçu qu'il y a plus de messages pour lutter contre l'obésité et le surpoids depuis 2020 ? Bon, non. Enfin, j'en ai pas vu plus, en tout cas. Je vois pas des campagnes, je vois pas des reportages sur le surpoids qui pourraient fleurir. Ce qui me semble, on parle beaucoup d'autres choses, on parle beaucoup de stratégies, de machins, de trucs autour de l'industrie pharmaceutique, des traitements, de qu'est-ce que c'est que le machin, le truc, mais on ne voit pas ou peu, en tout cas moi j'en vois pas plus et je suis quand même très concerné puisque c'est mon cœur de travail reste quand même sur la prise de masse musculaire ou la perte de graisse. En tout cas voilà, je regarde assez largement tout ce qui se fait là-dessus. Je vous le dis clairement, je ne vois pas du tout de différence en termes de message, en termes de contenu. Il y a aucune pédagogie qui est faite là-dessus, alors que pourtant tous les plateaux de télé nous balancent à chaque fois que pour les gens facteurs de risque, machin, alors ils identifient à chaque fois le surpoids et l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et tout. Donc moi ça me paraît étrange qu'il n'y ait pas plus de contenu pédagogique sur le sujet. Bon, vous en foutez parce que vous suivez ou les miens ou ceux des autres qui font des contenus là-dessus. Mais nous, on est quand même très axé fitness, esthétique et tout. On n'est pas santé pour améliorer l'immunité. Enfin voilà, c'est pas notre. Même si évidemment, perdre du poids, ça améliore forcément ça. Si une personne qui est obèse, qui perd du poids, qui se met au sport, qui m'enchaînement, ça va améliorer sa santé. Mais je veux dire, moi, je suis pas médecin. C'est pas mon métier de faire maigrir les gens pour qu'ils aient plus de pathologie. C'est pas. Voilà, moi, c'est surtout but esthétique. Mais bon, je dis ça parce que on pourrait s'attendre durant cette crise que justement le surpoids ait baissé, que c'est alerter des gens. Pas tout le monde, mais au moins une tranche de la population. Alors soit que ça aille stagner, le surpoids, donc historiquement ça aurait été cool, soit régresser, puisque des gens se seraient dit oulala, le surpoids c'est pas bon, donc on va perdre du poids. Et ben en fait ils ont fait une étude, enfin ils ont observé ça. Donc là l'équipe a analysé les données diététiques de près de 41 000 adultes de la CDC National Health and Nutrition Examination Survey entre 2001 et 2018, donc avant le Covid, on précise. Donc les aliments étaient répartis en 4 catégories: les aliments non transformés, donc fruits, légumes, céréales, viande, les légumes culinaires
les ingrédients culinaires un peu transformés, huile d'olive, beurre, sucre et sel, les aliments transformés, fromage, conserve de poisson ou haricots, et les produits ultra transformés, pizza surgelée, soda, fast-food, bonbons, céréales, de petit déjeuner. Et les chercheurs ont ensuite calculé le pourcentage de calories consommées dans chaque groupe alimentaire par les participants à plusieurs moments de l'étude. Le résultat, une hausse de la consommation de la dernière catégorie, donc les produits ultra transformés, ceux qu'il faut pas, passant de 53,5% en 2001-2002 à 57% en 2017-2018. Okay. Les plats préparés constituent les aliments dont la population a le plus cru, donc le plus évolué. Donc ils ont consommé de plus en plus d'aliments transformés. Donc bingo, chers marketeurs, chers publicitaires, vous avez réussi votre pari et votre défi à vendre de plus en plus de saloperies aux gens. Donc bravo. À l'inverse, la consommation de produits non transformés a baissé. Donc globalement, ce qu'il vous faudrait pour être en forme, passant de 32,7% à 27,4% sur la même période. Et il précise bien en bas de l'article, que vous pouvez aller voir en source là, que durant la pandémie, les chiffres étaient décourageants, c'est-à-dire que la courbe avait plutôt tendance, entre guillemets, à suivre son petit chemin sans impact du Covid. Donc du coup, on voit bien que il y a quelque chose encore à faire là-dessus, et je trouve ça très étrange que je suis convaincu qu'on n'attaque pas le surpoids, l'obésité par le bon tuyau, de la bonne manière. Pour moi, et c'est pas moi qui le dis, c'était qui disait ça ? Le savoir, c'est le pouvoir. C'est quelqu'un de très connu. Le savoir, c'est le pouvoir. Je sais plus qui disait ça, mais pour moi, c'est la clé. Le savoir, c'est le pouvoir. En fait, quand vous avez des connaissances, et aujourd'hui, on peut pas avoir des connaissances dans tous les domaines. Donc, c'est intéressant d'avoir un peu de connaissances dans plein de domaines, mais d'essayer quand même de se discipliner, en avoir beaucoup dans un domaine. Donc, dans celui qui fait soit votre gagne-pain, soit votre passion, j'en sais rien. Mais d'avoir des connaissances, et il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais tu peux savoir que tel aliment est pas bon, mais par contre ta psychologie te fait avoir envie de le consommer. Oui, mais en fait d'avoir de la connaissance permet d'être conscient, d'avoir en fait un point de vue. Et aujourd'hui, ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est un point de vue. C'est-à-dire que quand on leur sert une assiette devant les yeux, ils manquent de réflexion ils ne savent pas réellement ce qu'ils ont dans l'assiette. C'est-à-dire que, ils voient clairement, j'ai un peu de légumes, un peu de viande, un peu de féculents, un peu de sauce, mais ils sont pas capables de voir ce que ça apporte, quels sont les impacts à long terme, est-ce qu'on peut en consommer est-ce qu'on peut consommer la même chose le midi et le soir, est-ce que ça serait bon de varier, est-ce qu'il y aurait des alternatives plus saines, est-ce que si je mange ça régulièrement, ça va m'amener à une bonne santé ou à une mauvaise santé. Et en fait, ils n'ont pas la connaissance, donc ils n'ont pas de pouvoir sur leur avenir. Et pour moi, d'avoir, vous savez, ce que je disais, il y a un pote un jour qui me disait, on parlait, etc. Et il me disait, celui qui a le pouvoir dans un couple, il parlait des mecs. Et ça remonte, je vous garantis, je travaillais même pas dans le monde du fitness encore. J'avais déjà fait mon régime, mais je travaillais pas du tout dans ce domaine-là. Il dit, une nana, tu lui offres un diamant, c'est le meilleur cadeau que tu puisses lui offrir, etc. Il parlait d'une bague. Et je lui disais, c'est pas si sûr. Il me dit pourquoi ? Je lui dis parce que si tu lui offres la possibilité de maigrir à sa guise, donc c'est-à-dire de réussir de rentrer dans du taille 30, 34, 36, j'en sais rien, selon son objectif, tu verras qu'elle va choisir plutôt ça. Il me dit mais non et tout, les diamants, les bijoux c'est encore mieux. Je lui dis non. Si tu donnes la possibilité à une femme de pouvoir rentrer dans le vêtement qu'elle souhaite, donc avoir le physique qu'elle désire et d'une manière facile en tout cas, où elle aurait les outils, c'est-à-dire qu'elle a plus besoin de se prendre la tête là-dessus parce qu'elle sait comment faire, je te garantis que ça matchera mieux que n'importe quelle bague en diamant. Et je lui dis en plus malheureusement ça ne s'achète pas. Donc c'est-à-dire que même le plus riche milliardaire que tu auras en face de toi, il pourra jamais lui offrir. Puisque c'est de la connaissance, c'est du savoir, et si on ne passe pas par la case j'apprends, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous répète en permanence qu'il faut avoir des connaissances en fait. Si vous avez des connaissances sur ça, vous ne serez plus jamais inquiet de savoir là j'ai pris du poids, comment je vais faire. Le comment je vais faire n'existe pas. À la limite, vous allez dire quel outil j'utilise parce que vous en avez 3-4 devant les yeux, mais ça sera pas comment je fais. Vous aurez plus jamais besoin d'aller, rechercher des choses. Vous continuez à vous former en permanence, comme ça vous perfectionnez
perfectionner vos outils, mais vous savez comment faire. Il n'y a plus d'anxiété liée au surpoids, quoi. Et logiquement, c'est ce que vous devriez vivre en ce moment. Vous devriez sentir aujourd'hui que vous avez moins d'anxiété par rapport à votre tour de taille qu'il y a quelques années quand vous ne le maîtrisiez pas. Enfin, moi, c'est mon cas. Même si anxiété est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, d'être désarçonné face à la prise de poids, etc. Donc, bon, bref, tout ça, enfin voilà, je voulais juste vous partager ça. Quand on a beau avoir traversé une pandémie avec un discours de peur, de personnes à risque, etc., on voit bien que ça n'a pas du tout. Et pourtant, c'était une crise aiguë. Quand je dis crise aiguë, on parle pas, vous savez, de pathologie qui arriverait tardivement parce que vous avez des mauvais réflexes aujourd'hui quand vous êtes jeune, etc., et que dans des années, ça vous portera préjudice, en tout cas que ça va détériorer votre santé sur le long terme. Là, on parlait vraiment de quelque chose d'aigu. Et souvent, les gens disent oui, mais les gens font pas attention parce qu'en fait, ils n'ont pas d'effet immédiat. Ouais, mais là, en fait, logiquement, ça devrait être l'inverse puisque les effets étaient immédiats. C'est-à-dire que les gens, ils sortaient de chez eux, ils pouvaient choper la pathologie, la maladie, là, le Covid, et puis y passer s'ils n'étaient pas en forme. Et même ça n'a pas motivé les gens à vouloir maigrir. Alors certainement un peu, mais très peu finalement. Moi je le vois, hein, j'ai eu très peu de personnes. Alors évidemment, moi les gens qui m'écoutent comme vous, il y a déjà une forme de compréhension. On n'arrive pas chez moi quand on est débutant. En général, on a déjà un petit peu de bouteille, on est déjà un peu renseigné. On est d'abord passé par les contenus un petit peu populaires sur le fitness et tout. Puis au bout d'un moment, on en a eu marre, on a envie de creuser. Et c'est normal, je le sais. On n'arrive pas chez moi quand on part de zéro. Mais quand même, je n'ai pas vu de personnes qui se sont dit c'est le bon moment pour moi de perdre du poids. Alors peut-être chez des personnes plus âgées, elles ont peut-être eu cette réflexion, et encore, moi je vois beaucoup de personnes qui sont fragiles autour de moi, avec des diverses pathologies et tout ça, qui n'ont pas du tout décidé de faire plus de sport, d'essayer de perdre un petit peu leur bide et tout. C'est quand même triste de voir que de diminuer les facteurs de risque, ça n'intéresse pas les gens. En fait, ils préfèrent miser sur la chance et sur autre chose. Et pour moi, c'est une forme de responsabilité, de déresponsabilité. C'est un petit peu comme prendre une assurance, quoi. Prendre une assurance, une assurance auto vous permet de conduire un peu n'importe comment parce que derrière, vous savez qu'au pire des cas, si vous avez un accident, il y a quelqu'un qui prendra le relais. Alors évidemment, vous allez me dire oui, mais on paye tous les mois, d'accord, mais l'image, moi, que j'ai dans la tête, c'est et si on apprenait à conduire correctement, à être bien concentré, voire même à prendre des cours de pilotage pour certains, j'en sais rien, est-ce que ce serait pas plus intéressant parce qu'on limiterait finalement les risques directement à la source, quoi. Bref, alors ça c'est ce qu'aimeraient les assureurs d'ailleurs, hein, parce que oui, évidemment, si vous payez des traites mais que vous avez jamais d'accident, vous êtes le meilleur client du monde. Hein. C'est un peu pareil pour les mutuelles. Hein. Je vous en parlais la dernière fois par rapport aux mutuelles, ont tout intérêt à ce que vous soyez en santé, parce que si vous êtes en santé, vous achetez jamais de monture de lunettes, de verres de lunettes, jamais de problèmes dentaires, jamais de tout un tas de choses. Donc du coup, vous êtes des bons clients. Vous payez, mais vous ne réclamez jamais vos cotisations, quoi. Bref, voilà. Moi, ça me paraît toujours... En fait, ça montre bien qu'il n'y a pas du tout... Ça ne marche pas depuis des années. On essaye d'alerter les gens sur le surpoids. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc la stratégie qu'applique aujourd'hui le gouvernement, ou en tout cas les gens qui donnent des conseils là-dessus, ça ne marche pas. Et les seules personnes qui vont regarder les contenus comme ceux que je fais, c'est des personnes qui sont déjà intéressées. Donc du coup, ça ne séduit pas les gens qui devraient être intéressés. Donc là, on voit bien qu'il y a une problématique. Il faut rendre attractif et désirable ce genre de choses. Et pour moi, c'est là où devrait se porter le plus de travail. Comment rendre attractif et désirable la lutte contre le surpoids. Bon. Donc libido et IMC, pardon. J'ai lu un article qui m'a fait rire sur la libido et l'IMC. Est-ce que ça impacte, etc. D'être en surpoids, est-ce que ça peut avoir un impact sur la libido? Alors, ils disent, la relation entre l'obésité et la dégradation de la fonction érectile a été clairement établie, décrit le docteur Hilaria Luca, centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne. Donc, il y a pas mal de choses, j'avais noté, mais bon, ils disent que... Alors, chez la femme, les quelques études réalisées sur le sujet ne mettent pas en évidence une telle association.
ok, mais chez les hommes, l'image de soi dégradée, etc., enfin la prise de poids. Alors, je reprends avec le texte. Chez la femme, les quelques études, ça n'a pas de problème. Aucune différence dans la prévalence de la dysfonction sexuelle féminine n'a été trouvée entre les femmes en surpoids obèses pour 44% et celles de poids normal 55%, rapportant Piero Porcelli et son équipe de l'université Chieti en Italie. Donc des différences significatives au niveau de l'image corporelle ont été trouvées par contre, et ils disent pour les hommes, hein, une faible estime de soi due à l'insatisfaction de l'image corporelle peut également affecter le désir. Un constat aussi dressé par les chercheurs de Lausanne là pour la jante masculine. Donc l'image du corps modifiée par l'obésité, la diminution de la taille fonctionnelle de la verge en raison du coussin graisseux pubien et la diminution des capacités physiques peuvent éroder la confiance dans les performances sexuelles et par là même le désir sexuel. Oui, alors ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui le savent pas, mais de perdre du poids, ça allonge le pénis. Hein. Donc là, il y en a. Là, je vous ai envoyé un truc bien putaclic là. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. En fait, quand vous perdez en fait, on a du gras, vous savez, sur le bas ventre, etc. Et quand vous perdez du gras, vous faites une sèche en fait, le gras a aussi tendance à diminuer à cet endroit-là. Donc du coup, c'est pas que votre membre s'allonge, c'est juste que votre bas-ventre rentre encore plus. Donc du coup, ça allonge d'une autre façon. En fait, ça allonge, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est cool. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est quand même un moteur assez motivant pour ceux qui jugent avoir du petit matos et qui ont envie de profiter d'une petite upgrade comme ça. Vous avez juste à perdre du gras à cet endroit-là, donc globalement du gras tout court. Hein, vous perdez du poids et ça fera l'affaire. Mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas en fait. Ils disent non, chez les femmes il n'y a pas trop de problèmes de libido, etc. liés à ça. Donc effectivement. Moi, je mettrais deux notions qui sont moralement jamais dites. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, je reviens à juste la taille du pénis par rapport à la perte de graisse. La suggestion de l'article qui est dessous, qui n'a rien à voir, mais je sais pas si c'est... Enfin bon, bref. Toutes les courges ne sont pas comestibles. C'est un article sur les courges de l'alimentation. Donc, voilà. Donc, je sais pas si c'est... Non, c'est pas volontaire, hein, parce que c'est un algorithme qui a choisi l'article suivant, mais je trouve ça très, très sympa que l'algorithme nous propose toutes les courges ne sont pas comestibles, juste après avoir parlé de la taille de la verge liée au taux de gras du bas-ventre, quoi. Bon. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que ce qu'on cache derrière tout ça, c'est le désir des individus. Donc, c'est-à-dire que eux, ils se sont basés sur des personnes en surpoids. Est-ce que les personnes en surpoids ont autant de désir que les personnes qui ne sont pas en surpoids ? C'est une chose intéressante à voir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, la psychologie se calcule au sein d'un individu, mais aussi au sein d'un couple, globalement. C'est-à-dire que évidemment, la personne qui est en surpoids peut continuer de désirer son ou sa partenaire, mais son ou sa partenaire ayant vu sa compagne ou son compagnon prendre du poids, on sait déjà que le désir a tendance à baisser avec les années de couple. Et il faut pas être... faut comprendre les choses. Tous ceux qui ont été en couple le savent. Le désir des 3 premiers mois n'est pas le même que des années qui vont suivre, etc., etc. Il faut être honnête avec ça. Je pense qu'on l'est tous. On peut avoir du désir, tout ce qu'on veut, avoir une super libido, mais le niveau d'intensité n'est pas le même. On est tous plus ou moins d'accord là-dessus, j'imagine. Mais si en plus de ça, la personne, votre partenaire, a tendance à prendre du poids, alors je sais que beaucoup vont dire c'est pas bien et tout, c'est la beauté intérieure, mais on s'en fout en fait. Si vous aviez affaire à un petit cul bien remonté ou à une belle tablette de chocolat chez les messieurs, chez votre homme, et qu'aujourd'hui c'est une tablette un peu fondue et puis un fessier qui commence à descendre à mi-cuisse, le niveau de désirabilité, le score de désirabilité n'est plus le même. Donc, et moi je suis convaincu qu'il y a un effet mimétique du désir, c'est-à-dire que voyant l'autre manquer de désir pour nous, ça peut créer un manque de désir global pour une baisse de libido globale, quoi, en fait. Donc ça, c'est pas trop exploré. J'en avais parlé sur, vous savez, dans un autre podcast, une autre petite vidéo sur le désir et tout ça, où j'avais beaucoup détaillé. Mais moi, je pense que
il y a quand même quelque chose de clair là-dessus que peu de personnes disent, que d'être en forme vous rend plus désirable, hein. Donc souvent les problèmes de libido, une personne qui a tendance à prendre du poids, peut-être qu'elle aurait une libido bien dynamisée si en face d'elle, elle avait une personne très en forme, mais la personne très en forme, si en face d'elle, elle a une personne en méforme, on peut pas lui en vouloir d'avoir une libido qui baisse. C'est normal, c'est un entretien, c'est un effort à faire. C'est un petit peu comme être agréable, d'être poli et tout. L'image corporelle, je trouve, moi, je détache pas le corps de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a la morale, il y a la psychologie et il y a le corps. Moi, je détache pas tout. Je ne me vois pas mettre au rang, et d'ailleurs c'est ce qu'ont fait beaucoup d'intellectuels, c'est-à-dire qu'ils donnent des leçons à tout le monde, mais on voit bien qu'ils se sont complètement abandonnés sur le point de vue physique. Et quand quelqu'un est en forme au niveau physique, on a tendance à le classer sur toi t'es physique, moi je suis intellectuel, quoi. Et c'est là où il y a une problématique. Moi je pense que mieux vaut trouver un équilibre acceptable entre les deux. Parce que sinon, ça fait devenir les gens, soit ils critiquent les intellectuels parce qu'ils ont rien compris au physique, et ils critiquent, et les intellectuels critiquent les sportifs en disant qu'ils ont rien dans le crâne. Moi, je pense qu'en général, quand on critique trop comme ça, c'est qu'on est carencé dans dans les critiques qu'on fait. C'est-à-dire on a tendance à, pour reprendre Jung, donc Carl Gustav Jung, en fait, c'est une projection de son ombre. Ce en quoi on est carencé, quoi. Donc bon, voilà. Mais moi je trouve ça toujours intéressant de voir ça. Moi je vous garantis une chose, c'est que le désir, la libido et tout, elle fonctionne très bien quand vous êtes en forme. Et au niveau physiologique, alors pour les hommes, il y a pas mal de problèmes au niveau de l'érection et tout ça qui sont parfois solutionnés quand les personnes perdent du poids. Voilà. Bon. Pour conclure ce podcast, cet épisode, on va répondre à la question d'un auditeur qui me disait tout simplement: bonjour, question simple, mais qui me prend la tête. Combien de grammes de protéines par kilo de poids de corps en sèche, maintien et prise de masse? Est-ce utile de dépasser les 2 grammes? Est-ce néfaste? Merci pour ton travail au top. Donc merci à toi pour ta question. Écoute, je vais te répondre simplement. Logiquement, quand tu as trouvé ton apport en protéines, tu n'es pas trop censé y toucher. C'est-à-dire que tu sois en prise de masse, en sèche, en maintien, tu as peu de chances de devoir le modifier, sauf peut-être si tu es culturiste, culturiste qui va faire des compétitions, et encore, j'y crois assez peu. Tu peux légèrement les augmenter quand tu es en sèche, légèrement les baisser quand tu es en prise de masse, parce que ce qui se passe, c'est que pourquoi tu parles de ça? C'est parce que tu te demandes si... alors néfaste, je vois pas comment, 2 grammes, ça va. Si tu fais du sport, tu t'entraînes intensément, c'est quand même intéressant d'avoir des protéines, en tout cas à un niveau satisfaisant. Globalement, moi quand je parle de dosage, je leur dis, si vous êtes entre 1,8 et 2,2, vous êtes à peu près dans la bonne tranche, quelle que soit la configuration, sèche, prise de masse et tout ça. C'est très individuel, mais ça reste à peu près dans ces valeurs-là. Donc néfaste, non, si tu es sportif. Et après, si t'as pas de pathologie qui t'handicaperait de ce point de vue-là. Moi, je te parle juste en point de vue individu sportif avec pas de problème de santé, quoi. Mais pourquoi il faudrait qu'il y ait des différences entre prise de masse, sèche, maintien? Globalement, l'idée derrière ça, c'est qu'en prise de masse, étant donné que tu as des glucides en plus forte quantité, tu es censé mieux utiliser tes protéines à des fins, on va dire, anaboliques, prise de masse musculaire, parce que tu as moins besoin d'en convertir à des fins énergétiques. Donc, c'est-à-dire que tu as moins besoin de convertir des protéines en glucose, étant donné que tu consommes des glucides à côté. Alors que quand tu es en sèche, souvent ton taux de glucides est relativement bas, donc tu vas avoir tendance à convertir une partie de tes protéines à des fins énergétiques, donc convertir en glucose, pour te schématiser le truc, en sucre, quoi. Donc du coup, en période de sèche, les gens vont manger un peu plus de protéines pour justement essayer de tamponner cette problématique. Bon, moi je suis pas forcément fan d'augmenter fortement les protéines en période de sèche. D'en avoir un niveau acceptable, c'est suffisant. Normalement c'est bon. Mais souvent, il y a aussi une problématique qui se cache derrière, c'est que
cette variable pourrait être entrée aussi, parce qu'en prise de masse, il faut manger sans avoir faim. Pour les personnes qui ont besoin de faire des prises de masse, souvent ce sont des personnes qui manquent d'appétit, qui ont du mal à manger beaucoup. Oui, parce que les obèses ne font pas de prise de masse et les gens avec un fort appétit n'ont pas besoin de faire prise de masse. Ils mangent un peu à leur faim et le poids monte. Mais donc du coup, l'idée de baisser les protéines en prise de masse, pour certains, ça devient facile parce que du coup, ça leur permet d'avoir des assiettes moins copieuses. Mais la problématique, c'est que finalement, ils n'ont pas gagné, quoi, parce que s'ils ont baissé les protéines et augmenté les glucides, la valeur calorique reste la même. Et par contre, voilà, la progression va pas se faire, alors qu'il devrait avoir un surplus calorique. Donc, c'est là où il y a des problématiques qui s'installent, et en sèche c'est pareil, de vouloir augmenter les protéines, souvent c'est pour combler la faim parce que les gens sont affamés. Vous savez, en sèche faut avoir faim, en prise de masse faut pas avoir faim. Donc si vous avez ça en tête, déjà vous savez que vous êtes sur la bonne voie quand vous faites une sèche ou une prise de masse. Même si avec le temps, par exemple en sèche, la faim peut avoir tendance un petit peu à s'anesthésier par des réflexes X ou Y, et faut faire attention parce que d'ailleurs ces réflexes, quand ils s'installent, vous pouvez tomber dans des pathologies du style anorexie et compagnie. Mais bon, bref, ne te prends pas trop la tête là-dessus. Pour toi qui m'as posé cette question, quand tu as trouvé ton taux de protéines entre 1,8 et 2,2, et ça sera pas le même tous les jours, moi personnellement c'est jamais le même, peut-être des fois j'en ai un peu moins, des fois un peu plus, le but c'est d'en avoir régulièrement quand tu t'entraînes, d'en avoir dans des doses suffisantes. De toute façon, en fait, c'est relativement simple à comprendre. Si tu n'as pas assez de protéines, tu auras trop de autre chose. Donc, trop de graisse ou trop de glucides. Et on fabrique pas du muscle avec du sucre. On fabrique pas du muscle avec du beurre, tu vois, ni du gras ou du sucre, quoi. Donc, c'est pas, si tu veux, la stratégie, tu sais, des calories et tout ça, ça marche, mais ça marche à partir du moment où on a compris ce qu'il y avait à l'intérieur des calories, quels étaient les ratios des macronutriments enfin voilà, des valeurs, quoi, des valeurs de ce que tu mets dans ton assiette. Mais encore une fois, il faut pas tomber dans le côté 2 grammes, est-ce que c'est trop, pas assez, enfin, il faut pas tomber dans l'abus de ce côté-là. Déjà, moi, je recommanderais aux gens de manger sainement. Sainement ne veut pas dire de manger équilibré, varié, non. Pour moi, sainement, c'est d'essayer de se rapprocher le plus de, comme je citais dans le post d'avant, là, enfin, d'avant, c'était, on voit que les résultats, la baisse de la consommation des produits non transformés baisse. Et ben en fait, il faut aller vers ça. Il faut consommer des aliments non transformés. Il faut aller dans ce sens-là, de prendre ce genre de réflexe de plus en plus, d'essayer de se dire putain mais c'est pas possible, ça fait 10 ans que je m'entraîne en muscu, je bouffe encore des plats transformés. Là il y a un problème. Et pour moi c'est un plus gros problème que de se dire est-ce que j'ai mes 2 grammes de protéines. Voilà. Mais globalement, si t'es dans cette fourchette-là, te fais pas de soucis. Tu ne devrais pas voir beaucoup de différence entre prise de masse ou sèche. Mais globalement, pour te dire, effectivement, un petit peu plus en sèche et un petit peu moins en prise de masse. Mais tu devrais pas trop le percevoir. C'est pas quelque chose qui devrait perturber ton appétit. Voilà. Je m'arrête ici. Pour aller voir Motivation en Home Gym, comment se muscler chez soi avec ou sans matériel, le lien est dans les notes de l'émission. Donc allez zioter ça. Zioter vient du film Jumeaux de 1987, je crois. Je sais plus de quelle date il est ce film. Quand il lui apprend à danser dans sa cuisine et qui se fait cuire je crois des aubergines au parmesan. Et qui dit attends, je vais regarder si personne nous ziote par la fenêtre. Ça m'avait marqué, donc du coup le verbe zioter est resté dans mon vocabulaire. C'était De Vito qui disait ça à Schwarzenegger. Voilà. Donc, on s'arrête ici pour ce podcast. Merci à toutes et à tous pour tous vos avis. Je les lis sur Apple Podcast. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous lire, de voir un petit peu les points de vue que vous avez. Et on se retrouve sur les notes si vous voulez un petit peu approfondir les sujets qu'on a vus ou tout simplement aller voir les contenus VIP que je propose. Voilà. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la
nutrition, du développement, voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.